Madame, Monsieur, bonsoir. Que sait-on réellement sur le nouveau variant Omicron? Les cas confirmés, les cas de contamination confirmés atteignent des chiffres jugés inquiétants par plusieurs pays européens. Pourquoi Omicron fait-il trembler le monde depuis son apparition en Afrique du Sud le 25 novembre dernier? Oui, il révèle une accumulation sans précédent de mutations sur sa protéine Spike, celle qui lui permet d'accéder aux cellules humaines. Beaucoup de laboratoires se sont penchés sérieusement sur la gravité du variant et sur l'efficacité des remèdes, mais à ce jour, est difficile de tirer des conclusions unanimes. Le conseiller de la Maison-Blanche sur la crise sanitaire a indiqué que même s'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, le nouveau variant du Covid-19 ne présentait pas un haut degré de gravité. En revanche, selon l'OMS, le variant Omicron expose à un risque accru de réinfection. L'organisme mondial indique même qu'il pourrait entraîner une diminution de l'efficacité des vaccins et des traitements disponibles. Ce n'est malheureusement pas le premier cas de cafouillage concernant la pandémie dans le monde. Ce qui est sûr, en tout cas pour le Maroc, le Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé affirme qu'aucun cas du variant Omicron n'a encore été détecté au Maroc. Et pour cause, le Royaume, dès l'apparition des premiers cas, a décidé de se barricader, fermant ses frontières aériennes et maritimes pour 2 semaines au minimum. Une décision en totale cohérence avec la stratégie de la gestion de cette pandémie, stratégie adoptée par le Royaume depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, notamment pour maintenir les acquis en termes de lutte contre le virus. Je reçois ce soir 2 épidémiologistes pour tout analyser et analyser les dernières données concernant ce nouveau variant Omicron. Professeur Abdellah Baddo et professeur Jaafar Haikal, bonsoir. Merci de vous joindre à nous ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir. Alors peut-être, merci pour on commence avec un point sur la situation épidémiologique actuellement au Maroc, moins de 100 cas en moyenne sur la semaine passée. La situation est-elle sous contrôle ou faut-il s'attendre à ce que la vague épidémiologique qui frappe l'Europe actuellement arrive chez nous, au Maroc ? Alors écoutez, je ne sais pas si c'est à moi que vous adressez la question. Vous prenez la parole, alors allez-y. Je vais répondre, Khadija. Merci encore une fois pour l'invitation. Je suis sûr que mon ami Beddo fera de même. Alors écoutez, je crois que la situation épidémiologique, il ne faut jamais l'analyser sur un jour, 2 jours, mais sur une tendance qu'on appelle chez nous les tendances. Et les tendances depuis plus de 10 semaines, entre 10 à 12 semaines, sont une tendance qui explique que les principaux indicateurs épidémiologiques sont maîtrisés. Encore une fois, la maîtrise ne veut pas dire qu'on doit arrêter la vigilance ou la prudence ou le principe de précaution. Mais si vous voyez les indicateurs d'incidence, on est à moins de 0,5 pour 100 000 habitants. La prévalence, c'est-à-dire le taux de positivité des tests, on était il y a une semaine à 1,39, là aujourd'hui on est à moins de 1%. Le taux d'occupation des lits de réa, il est à moins donc de 2%. Le nombre de cas actifs à moins donc de 3 000. Tout ceci, nous devrions en être heureux. Évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça, dont en partie, évidemment, la vaccination, les mesures barrières, ce que vous voulez, se barricader, comme vous l'avez dit. Et il y a un certain nombre de facteurs. Oui, mais professeur Haikal, quand vous dites les mesures barrières, vous-même, sur ce même plateau, il y a quelques semaines, vous avez dit que les gens commençaient à se débarrasser de leurs masques, la distanciation sociale n'est plus aussi respectée qu'elle l'a été avant. Est-ce que les choses ont changé en quelques semaines ? Parce que non, finalement, on le voit même, on le voit dans la rue aussi, les gens ne portent quasiment plus de masques. Enfin, c'est un constat. Clairement, ça fait depuis l'été, il y a un relâchement. Quand je dis la fin de l'été, la fin d'août, début septembre, il y a un relâchement clair du comportement des gens par rapport aux mesures barrières. Mais cela étant, il faut quand même avoir des faits. Même s'il y a eu ce relâchement, nous n'avons pas eu une explosion donc des cas, ni une explosion de la létalité qui a continué à être à des niveaux entre 1,5 et 1,6%. Donc, quand bien même les mesures barrières n'ont pas été respectées, je vous l'accorde, mais il faut quand même avoir des données qui sont claires et qui sont patentes, qui sont des données épidémiologiques et qui montrent qu'aujourd'hui, nos données ne se sont pas aggravées.
évidemment, restons prudents, restons vigilants, mais non pas, je suis contre utiliser, j'allais dire, la panique ou la psychose, alors que les éléments concrets scientifiques ne le montrent pas. D'accord. Alors, professeur Baddou, est-ce qu'il faut craindre que la vague qui touche, une vague quand même assez grave, avec des milliers, de dizaines de milliers de cas dans plusieurs pays européens, est-ce que cette vague est à craindre? Est-ce qu'elle pourrait arriver chez nous? Oui, donc on parle ici de la vague principalement qui est en Europe. Il faut dire que la vague qui est actuellement en Europe, la vague qui est actuellement en Europe est principalement causée par le variant Delta. Ça, il faut le spécifier. C'est pas encore le Omicron qui provoque cette vague intense. On reviendra peut-être à Omicron et on essaiera d'analyser quelques chiffres très intéressants qui nous arrivent de l'Afrique du Sud et qui nous envoient une lueur d'espoir avec beaucoup de vigilance, mais une lueur d'espoir, on reviendra à ça. Mais pour vous évoquez là, c'est par rapport à l'interview de la professeure qui a elle-même détecté le variant et qui a donné d'ailleurs une interview à la BBC hier où elle expliquait justement tout ce qui est dangerosité, etc. sur Omicron, sur ce nouveau variant. Non, en fait, en plus de d'autres données, donc je parle de données plus récentes encore. D'accord. Hier, par exemple, si tout le monde peut le regarder, au niveau de l'Afrique du Sud, a un site qui est très très bien mis à jour. Ça s'appelle South Africa MRC, Medical Research Center. Et là, on peut analyser les données journalières et quotidiennes et on peut remarquer au jour d'aujourd'hui, on peut revenir, j'ai envie de répondre d'abord à votre question directement, et après on peut revenir aux données de l'Afrique du Sud. Oui, donc pour répondre à votre question, oui, effectivement, comme vous le savez, le virus ne présente pas de frontières. Et on est quand même dans on est en plein hiver, donc en plein automne, donc il y a une grande probabilité que le virus qui est actuellement, ou la vague qui est actuellement en effervescence, j'allais dire, en Europe, nous touche à nouveau au Maroc. Et je pense que les mesures qui ont été prises par les autorités marocaines, notamment le ministère de la Santé, et des mesures préventives qui sont qu'on peut comprendre, quoi. Bien évidemment, il ne faut pas paniquer. Il y a des mesures qu'il faut prendre, mais il ne faut pas trop paniquer. Je pense qu'au Maroc, on est vers la fin d'une vague. Donc, on a vu la montée. Est-ce que c'est la fin de la vague Delta? Est-ce que la vague Delta a touché le Maroc? Si oui, jusqu'à quel point? Tout à fait, c'est la vague Delta. Hein. En fait, moi, je vois la chose un peu différemment par rapport à ce que mon ami Reikel a dit. Bien sûr, il y a les mesures barrières et tout ça, mais il y a également un cycle du virus. On a vu une augmentation, un pic et une diminution du virus, de l'efficacité du virus. Donc, c'est une vague et on est arrivé à la fin de la vague. On voit le relâchement des gens avant le pic, un petit peu de redressement des gens au cours de la vague, mais pas trop non plus. Et donc je pense que le virus a fait ce qu'il voulait faire, une montée, un pic et une redescente. Bien évidemment, le vaccin également a joué un rôle, le niveau de vaccination que le Maroc a atteint a joué un rôle important, mais le virus a également atteint sa fin et je pense qu'on a terminé ce pic-là ou cette vague-là et c'est pour cela qu'il faut se protéger maintenant contre de nouvelles vagues et contre le Omicron également. Donc il y a toutes ces menaces-là. Le Delta qui frappe actuellement l'Europe et le Omicron qui est principalement encore en Afrique du Sud et qui, je suis sûr, il va dans les semaines prochaines, 6, 7 à 8 semaines, il va se propager à travers le monde parce qu'il a montré des signes qu'il a la capacité de se propager beaucoup plus vite que le Delta. Donc logiquement, il va prendre le dessus sur le Delta et donc je pense que dans le futur, dans le futur proche, j'allais dire, à moyen terme, c'est lui qui va prendre très très probablement le dessus sur le Delta. Très bien, professeur Reikel. Donc si effectivement ce sont les données qui le disent, et professeur Baddou vient de le confirmer, si le variant Omicron devient
dominant, on va dire, hein, comme ce fut le cas pour le Delta en Europe. Est-ce que que pourrait impliquer cela pour le Maroc, sachant que nous avons dépassé la vague Delta, tant bien que mal, mais bon, quand même, au cas où le virus venait à arriver chez nous? Écoutez, d'abord, je crois qu'encore une fois, et je pense que mon ami Beddou le sait, il faut qu'on reste des scientifiques et il faut éviter la politique politicienne. Je crois qu'on a des données qui sont claires, même en Afrique du Sud. Vous vous rappelez, quand le bêta était largement dominant, le bêta n'a pas envahi l'Europe et n'a pas envahi les autres, alors qu'il était d'abord dominant en Afrique du Sud. Et c'est ensuite le delta qui est même devenu prévalent en Afrique du Sud. Depuis 48 heures, c'est l'Omicron qui a 74% des génomes présents. Et donc, ce n'est pas parce que le bêta était plus fréquent qu'en Afrique du Sud qu'il a touché le monde. Il y a beaucoup de facteurs et je pense que mon ami Beddou le sait bien. Il y a des facteurs qui sont liés au génome du virus. Il y a beaucoup de facteurs épidémiologiques qui expliquent qu'un variant devient prévalent. Et c'est comme une sorte de théorie d'évolution des espèces virales et va devenir. Donc, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que l'Omicron est présent en prévalence en Afrique. On peut penser qu'il va devenir prévalent partout dans le monde, mais ce n'est pas automatique. Et la preuve en est le delta, la preuve en est le gamma. Le delta s'est imposé partout, pour plein de raisons. Donc l'Omicron, il faut bien sûr le surveiller, il faut être prudent, il faut faire les séquences. Oui, il faut le connaître pour ça déjà, professeur Haikal. Qu'est-ce qu'on connaît finalement de ce variant Omicron pour s'en protéger? Oui, ne serait-ce que pour la contagiosité, par exemple. Est-ce qu'il est plus grave? Est-ce que les formes de Covid Omicron présentent des symptômes plus graves que le Delta ou le Bêta ou les autres formes de ce virus? On en sait quoi exactement? Est-ce qu'il n'est pas trop tôt pour tirer des conclusions scientifiques? D'abord, il y a déjà une première publication en preprint qui existe, à part les données de nos confrères sud-africains et de la médecin qui a découvert donc ce variant. On a des données également aujourd'hui qui sont en preprint. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles ne sont pas encore peer-reviewed, c'est-à-dire elles n'ont pas été revues par les pairs, mais il y a déjà une première publication qui montre, que les cas sont moins graves, qu'il n'y a pas aujourd'hui aucune preuve scientifique de décès liés à l'Omicron. On sait que les signes sont plus modérés, qu'il y a des signes présents, mais pas d'autres, par exemple donc, le goût et l'odorat qui persistent. Et on sait également que même la transmissibilité qui serait plus grande que celle donc, du Delta, il n'y a pas donc de données scientifiques qui montrent quel est le niveau de cette transmissibilité. Donc aujourd'hui, les données que nous avons ne justifient pas, et d'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, regardez l'OMS, regardez la FDA, regardez le CDC, à aucun moment ces trois organisations, et particulièrement le CDC et l'OMS, ne disent que c'est une situation qui est catastrophique et qu'il faut fermer donc les frontières, bien au contraire. Pourquoi est-ce que l'OMS a dit c'est un variant of concern et non pas un variant of interest? Parce qu'elle s'était trompée en janvier 2020 et elle ne veut pas faire la même erreur et qu'aujourd'hui, elle préfère dire c'est un variant d'inquiétude pour être sûr qu'il n'y a pas de souci à venir. Mais toutes les données, au moment où je vous parle aujourd'hui, ce matin, les dernières données scientifiques ne montrent pas plus de gravité, ne montrent pas plus d'hospitalisation, de cas graves, je ne parle pas d'hospitalisation classique, et ni également de décès. Donc soyons sérieux, oui prudence, oui vigilance, mais n'en faisons pas une histoire de panique ou de psychose alors qu'on n'a pas d'éléments concrets. Si on avait des éléments concrets, bien sûr on pourrait dire attention, la situation est catastrophique. Mais bon, si on revient à la déclaration de l'OMS, c'est pas le cas. Ce n'est pas du tout mon intention. Bien au contraire, nous ne sommes pas là pour alarmer, mais justement pour partager l'information avec nos téléspectateurs et dire ce qu'il en est vraiment pour éviter justement que ce soit la psychose ou le laisser aller de l'autre côté. Bon, vous dites que l'OMS n'est pas très alarmante alors que elle indique que l'Omicron pourrait entraîner une diminution de l'efficacité des vaccins et des traitements disponibles. Donc oui, ça alerte, ça pourrait quand même inquiéter. On le sait, le Delta a réduit l'efficacité donc, des vaccins, on le sait déjà,
il l'a réduit pour tous les nouveaux variants. Nous aurons une réduction, mais par contre, il n'y a pas de réduction par rapport aux formes graves. Les études scientifiques publiées montrent que les vaccins actuels ont continué à nous protéger contre l'alpha et contre le delta par rapport aux formes graves. Ça réduit l'efficacité par rapport à la transmission, mais par rapport aux formes graves, on a continué à être protégé et ça, c'est publié partout dans le monde. Professeur Baddou, un mot peut-être sur l'efficacité des vaccins, ou peut-être si vous désirez également rebondir sur les propos de professeur Heikel. Non, je pense qu'on est d'accord presque sur tout ce qui a été dit, tout ce que mon ami Heikel a dit. Il faut souligner qu'on est on est dans une période où on donne pas mal de scénarios, on n'a pas de données scientifiques encore. Et c'est vrai que c'est gênant un peu pour un scientifique de donner des spéculations en quelque sorte, mais ce qu'on est en train de dire, c'est ce qui est le plus probable. Lorsqu'on parle par exemple de la propagation du virus, c'est ce qui est le plus probable. Lorsqu'on parle de l'efficacité des vaccins, et là je vais en revenir, on parle de ce qui est le plus probable. Les mutations, comme vous l'avez bien dit, les mutations qui se sont accumulées au niveau du Omicron, ce sont des mutations qu'on avait déjà décelées au niveau d'autres variants, y compris le Delta, le Beta, le Gamma. Et au fait, lorsqu'on les avait décelés au niveau des autres variants, on avait vu une réduction de l'efficacité des vaccins. C'est pour cela que les chercheurs disent qu'aujourd'hui, puisque ces mutations-là se sont regroupées, se sont accumulées au niveau du variant Omicron, probablement on va avoir une diminution et pas une abolition de l'efficacité des vaccins. Donc ça reste également une proposition. Il n'y a pas encore de données scientifiques, mais très probablement, moi je suis avec cette idée, probablement on va voir une diminution de l'efficacité des vaccins. J'ai envie quand même de revenir à un point extrêmement important, et là c'est presque des données, j'allais dire, c'est des observations qui ont été publiées juste hier, je les ai analysées au niveau du site du ministère de la Santé de l'Afrique du Sud. Et ça, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, ils ont des centaines de personnes qui ont été touchées par le Omicron, dont 166 personnes ont dépassé les 2 semaines. Et donc, ils ont analysé ces cas-là qui ont dépassé les 166, les 2 semaines, et ils ont observé des choses très intéressantes et très encourageantes. Bien évidemment, je ne parle que de 2 semaines, on parle d'observations, il n'y a pas encore d'études statistiques, donc c'est des observations, il faut rester vigilant, mais quand même, ça nous envoie des signaux, j'allais dire, positifs. Ce qu'ils ont vu, c'est que, grosso modo, déjà ces patients-là, ils ne se sont pas présentés à l'hôpital à cause du variant Omicron. Ils se sont présentés, la majorité de ces patients se sont présentés à l'hôpital pour d'autres raisons. Et parce que les mesures font qu'une fois que tu te présentes à l'hôpital en Afrique du Sud... Parce que les symptômes ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas, professeur Baddou? Parce qu'ils n'avaient presque pas de symptômes. Et donc, ils ont regardé ce qu'ils avaient est-ce qu'ils sont infectés ou pas par le SARS-CoV-2, et ils ont trouvé qu'ils avaient le SARS-CoV-2, non seulement le SARS-CoV-2, mais le Omicron, et ils ont commencé à analyser ces personnes-là. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les symptômes sont beaucoup plus faibles, ou là je dirais les symptômes je resterai au conditionnel, plus faibles. Le taux de décès, ils ont commencé à observer quelques décès, mais presque tous les décès qu'ils ont vus jusqu'à présent, c'est des personnes non vaccinées, et les personnes qui ont donc décédé, c'est principalement ou bien non vaccinées ou à cause de d'autres choses que la Covid-19, et vraiment des taux très 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 faibles par rapport aux vagues précédentes. Donc il y a des données très encourageantes en Afrique du Sud aujourd'hui. Bien évidemment, il s'agit des 2 premières semaines. Ça, c'est des choses que j'ai analysées juste hier soir. Et on doit attendre encore, c'est ce qu'ils disent aussi sur leur site, on doit encore attendre un petit peu de temps
suivre ces patients-là pour être sûr qu'ils vont passer, par exemple, les 2 autres semaines, c'est-à-dire 1 mois, ils vont rester comme ça. C'est pas parce que l'incubation du virus prend plus de temps ou des choses comme ça, mais les résultats d'aujourd'hui sont très encourageants. On peut également observer les courbes, et ça se trouve au niveau de ce site-là, mais également au niveau du site de l'OMS. En général, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est très peu vacciné, et c'est un pays où on trouve un taux très élevé d'infection par le VIH, donc des personnes immunodéprimées. Et pourtant, donc, dans les autres vagues, qu'est-ce qu'on voyait? On voyait à chaque fois le taux de personnes infectées qui augmentait, et immédiatement après, le taux de mortalité qui augmentait, c'est-à-dire en parallèle. Et là, on voit le taux d'augmentation des cas Omicron qui augmente, et le taux de mortalité qui est encore bas. Et Très donc, bien. tout ça, c'est des signaux positifs. Bien évidemment, il faut rester vigilant, mais c'est des signaux positifs qui au moins suggèrent que le Omicron serait, je dis serait, ou ne serait pas aussi dangereux que le Delta et les autres variants. Mais si on voit par exemple, est-ce que, professeur Haikal, si la prévalence, en tout cas il y a une idée reçue, s'il y a une prévalence du Delta et qu'on s'en est plutôt bien sorti, pourquoi est-ce qu'il faut aussi laisser, entre guillemets, circuler le variant Omicron et comme cela, de toute façon, on va pas éviter l'inévitable, quoi. Écoutez, merci. D'abord, je rejoins ce que dit le professeur Beddou. Je crois que les données actuelles, nous sommes des scientifiques, les données actuelles sont plutôt rassurantes et il faudrait en être heureux. Évidemment, nous restons conditionnels, on est des scientifiques, on attend de nouvelles données dans les 3 ou 4 prochaines semaines. Mais déjà, je vous rappelle que l'Omicron qui a été séquencé en Afrique du Sud, c'est pas sûr qu'il soit à partir d'Afrique du Sud. Peut-être c'est du Botswana ou d'autres pays d'Afrique australe. Et qu'on a déjà... On est sûr que ça vient d'Afrique du Sud. Parce qu'il y a des doutes là-dessus. On n'est pas sûr. Il y a des doutes et on a des données puisque les premiers cas sont apparus au Botswana le 6 novembre. Donc, ça fait 1 mois. Et en 1 mois, on n'a pas vu une augmentation de la mortalité ou de la létalité due à l'Omicron. Et donc, ce sont de bonnes choses. Et je pense qu'on devrait s'en réjouir, nous tous. Maintenant, il faut faire attention à propos de la prévalence des différents variants. Aujourd'hui, par rapport aux données que nous avons, il n'y a pas d'Omicron, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas déjà en circulation dans différents pays à travers le monde, y compris dans le contexte marocain. Heureusement, on a les laboratoires, on a les compétences, on a les laboratoires d'immunologie à Casa avec Sibedou et d'autres dans d'autres villes marocaines, particulièrement à Rabat, qui sont capables de faire le séquençage et qui nous diront est-ce que l'Omicron est présent. On n'en sait rien. Pour l'instant, les données actuelles montrent qu'il n'y en a pas. Quand bien même il y aurait, nous avons l'expérience aujourd'hui de la prise en charge donc des patients et nous avons des données d'indicateurs épidémiologiques. Mais on a également des indicateurs européens des quelques cas qu'ils ont aujourd'hui. Et les quelques cas qu'ont les Français, les Belges par exemple, les Australiens également, montrent qu'il n'y a pas, au vu de l'observation actuelle, une situation plus dramatique. Alors chez nous, pourquoi est-ce qu'on doit toujours rester vigilant et prudent? Simplement parce qu'on a envie, par le principe de précaution, d'éviter sa circulation. Mais quand bien même il circulerait, je viens à votre question, c'est que l'immunité, plusieurs données scientifiques montrent que l'immunité naturelle acquise post-Covid est une immunité qui est très intéressante. Pas uniquement celle qui est due aux anticorps, mais qui est également due aux cellules T. Beddou le sait très bien. Nous protège. Et si on adjoint ça avec la vaccination, je suis un promoteur donc de la vaccination, qu'il faut la maintenir, même si effectivement de nouveaux variants vont réduire l'efficience donc des vaccins, nous continuons à avoir un niveau de protection pour les formes graves relativement acceptable. Et donc, si le virus circule, si nous avons une forme donc d'immunité, si on maintient donc la vaccination à un rythme élevé, et le Maroc a déjà dépassé les 70%, je crois qu'il faut rester prudent, vigilant, mais je crois aussi qu'il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure au vu des données qu'on a. Évidemment, si dans les 2 ou 3 prochaines semaines, nous avions de nouvelles données cliniques ou épidémiologiques, eh bien peut-être qu'on pourrait revoir notre position. Mais actuellement et partout dans le monde, les épidémiologistes, les responsables de santé publique
disent vigilance, prudence, mais pas d'excès, pas plus d'inquiétude que d'habitude en fonction des données actuelles disponibles, y compris par rapport aux mutations observées. Je rappelle, et Sibeth Dou le sait très très bien, quand vous analysez les mutations globales sur le virus ou sur la protéine S-spike ou sur la zone de fixation RBD, eh bien, même si elle est plus importante dans l'Omicron, on n'a pas encore suffisamment de données qui montrent que c'est plus grave ou plus dangereux. Pourquoi un virus mute-t-il? Alors justement, juste pour qu'on comprenne davantage, professeur Heikel, qu'on fasse un peu de pédagogie et surtout qu'on corrige certaines idées reçues, voire des fake news. Est-ce que la mutation d'un virus est relative à la vaccination? C'est-à-dire qu'en fait, le virus, eh bien, il devient plus fort, ou en tout cas, il mute parce que il trouve un vaccin en face. En tout cas, c'est une idée que moi-même j'ai vue un peu circuler sur les réseaux sociaux et qui fait que finalement, les gens ont peur de la vaccination parce qu'ils se disent que plus on est vacciné, plus le virus va muter. Comment les virus... Non, je crois que c'est important que des gens comme professeur Badou, d'autres immunologistes, épidémiologistes, sans santé publique, expliquent à la population que c'est absolument pas le cas. C'est pas parce qu'on vaccine les gens que les virus vont muter. Ils mutent parce que, d'ailleurs, peut-être que les gens ne le savent pas, les mutations ont lieu tous les jours. Il y a des centaines et des centaines de mutations. Et quand certaines mutations deviennent particulières, eh bien, on crée un variant qui, lui, va s'imposer par rapport aux autres. Parce qu'il va plus se transmettre ou plus être ce qu'on appelle, nous, pathogène ou virulent, ou il a une échappée immunitaire, c'est-à-dire il échappe à la protection vaccinale. Mais en aucun cas, le vaccin va créer des mutations graves par rapport à des virus, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire vacciner. La vaccination, comme l'immunité acquise naturelle post-infection, est là pour booster notre système immunitaire et lui permettre de combattre ce virus ou certains variants en fonction du type Le vaccin reste un élément de protection, il n'est pas efficient à 100%, on le sait, et particulièrement contre la transmission, mais il joue un rôle qui nous protège, et particulièrement les populations vulnérables, âgées et avec une maladie chronique, particulièrement dans le contexte mondial, mais même marocain, et on va nous protéger contre les formes graves. Et nous, sur le terrain, nous, on est des gens, moi je prends en charge des patients sur le terrain, et je vous dis, depuis que la vaccination a été mise en place, on a moins de cas graves, moins de cas qui sont en réa ou en soins intensifs, ce qui est une bonne chose pour notre pays. Ça ne veut pas dire que quand on est vacciné, on ne peut plus être porteur ou transmetteur, non, mais on réduit le portage de façon importante et en plus, ça nous protège contre les formes graves. Professeur Badou, justement, puisqu'on parle de vaccination, est-ce que depuis en fait l'apparition du variant Omicron, il y a un certain regain d'intérêt vers la vaccination? Est-ce que vous pensez que ce serait à cause de ce variant? Oui, il y a un regain d'intérêt. Il y a beaucoup plus de personnes qui me posent la question, qui veulent aller se vacciner, quel vaccin je prends, parce que maintenant il y a le Omicron. Donc effectivement, oui, psychologiquement, ça impacte les gens et donc il y a un regain. Et tant mieux, hein, parce que, comme a dit mon ami professeur Heikel, le vaccin est très très important, on le sait tous. Et on n'a qu'à regarder les données de l'Organisation mondiale de la santé sur chaque pays, comparer le nombre de cas quotidiens par rapport au nombre de décès et par rapport au pourcentage de personnes vaccinées au niveau de chaque pays. Vous allez voir une différence vraiment très très importante. Donc l'importance de la vaccination n'est plus à confirmer. C'est extrêmement important de se faire vacciner. Les gens qui ne sont pas encore vaccinés, ils doivent le faire. C'est important. Et je pense que même si éventuellement, même si l'on remarquerait une diminution éventuelle de l'efficacité du vaccin envers même le Omicron, je pense qu'il resterait une immunité qu'on appelle l'immunité cellulaire, parce qu'on parle souvent d'immunité médiée par les anticorps, mais on oublie l'immunité cellulaire qui est extrêmement importante et qui probablement c'est elle qui nous protège contre les cas graves et l'hospitalisation et les décès éventuellement. Elle reste là, elle restera probablement, même si elle est diminuée avec les variants, elle restera
efficace. Et juste pour confirmer ce que mon ami professeur Heikel a dit, il n'y a aucune relation montrée ou démontrée scientifiquement entre l'échappement du virus au vaccin et la vaccination. Non, le virus mute naturellement, c'est sa façon d'être. Lorsqu'il se multiplie, il fait des erreurs, on appelle ça des erreurs, et donc il modifie les nucléotides de temps en temps. Il y a des mutations, et des centaines de mutations ont lieu tout le temps lorsque le virus se multiplie, mais on n'en parle que des mutations qui préoccupent lorsque les mutations commencent à devenir importantes et que il touche par exemple la protéine spike et on pense qu'il pourrait toucher ou bien le volet épidémiologique ou le volet clinique ou l'échappement au vaccin. C'est là où on alerte et c'est là où on devient un peu plus vigilant et plus alerté par rapport aux mutations. Mais le virus mute tout le temps. Et vous savez, heureusement que le virus mute tout le temps. Parce que moi, le meilleur scénario qui peut nous arriver, c'est que le virus mute et qu'il devient plus transmissible. C'est pour cela que je suis de près ces dernières modifications, notamment les données de l'Afrique du Sud. J'espère qu'un jour, et ça doit arriver, le virus va muter de telle sorte qu'il soit plus transmissible, mais moins virulent. Plus transmissible, donc prendre le dessus sur tous les autres variants, mais moins virulent, c'est-à-dire il induirait des symptômes banals, quoi. Et c'est ça ce qu'on souhaite va arriver un jour. Et donc, heureusement que le virus mute naturellement, parce qu'un jour, il va épuiser, atténuer, et c'est ça ce qu'on l'on souhaite. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet entre la contagiosité et l'immunité? Est-ce que finalement, l'immunité collective ne serait pas atteinte aussi, je pose une question vraiment naïve, avec une forte j'ai envie de dire propagation. Contagiosité. Voilà, exactement, du virus. Ouais. En fait, ce sont deux choses différentes. Lorsqu'on parle de la propagation, c'est-à-dire la vitesse et le RO aussi du variant. Si j'ai le virus, à combien de personnes je pourrais éventuellement le transmettre? Là, on parle de la propagation ou la contagiosité. Mais lorsqu'on parle de l'immunité, une fois que j'ai le virus, est-ce que mon système immunitaire que j'ai développé, ou bien naturellement parce que j'ai eu une infection, ou bien que j'ai eu parce que j'ai vu un vaccin, parce que j'ai été vacciné et donc j'ai développé mon système immunitaire vis-à-vis des autres variants, est-ce qu'il est capable de reconnaître également ce nouveau variant, étant donné que la région la plus importante qui va être neutralisée par notre système immunitaire, c'est cette région relative à la protéine spike, et que c'est cette protéine spike qui est principalement ciblée lorsqu'on parle des vaccins, except lorsqu'on parle du vaccin de Sinopharm qui utilise le virus en entier. Donc ce sont deux choses différentes, la propagation ou la vitesse de propagation du virus et l'échappement au système immunitaire, et encore une troisième composante qui est la virulence ou la pathogénicité ou la sévérité de la maladie induite par les virus. C'est pour cela qu'on analyse ces trois composantes qui sont à chaque fois très importantes à chaque fois qu'un nouveau variant apparaît. Professeur Heikel, toujours dans la pédagogie, est-ce qu'il y a un vaccin plus efficace que l'autre? Est-ce que le rappel, ou en tout cas cette troisième dose qui est recommandée, devrait inciter les gens plus à se pencher ou à choisir plutôt des vaccins à messager ARN que plutôt un vaccin comme celui de Sinopharm pour la troisième dose? Est-ce que ça serait plus efficace? Notamment en ce qui concerne, même si on n'a pas beaucoup de données scientifiques, en ce qui concerne le variant Omicron. Alors, merci pour cette question. Alors, de façon générale, les vaccins disponibles et que nous connaissons, là où il y a le plus de publications, ceux qui ont été utilisés au Maroc, je rappelle, au Maroc, c'est quand même Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, c'est ceux qui ont été utilisés dans le contexte marocain à des degrés divers. On sait qu'il y a des différences selon les publications, évidemment, parce qu'il n'y a pas les mêmes publications pour les différents types de vaccins. Il y en a qui ont publié plus que d'autres. Il y a des différences qui sont de 10 jusqu'à 15 points, voire 18 points, dans la transmissibilité. Mais en matière de formes graves, de prévention des formes graves, globalement, tous les vaccins, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, Moderna,
et Johnson Johnson que nous connaissons ont globalement le même niveau d'efficacité contre les formes graves, l'hospitalisation, la réanimation, c'est-à-dire entre 80% et 90%. Pour certains, on est arrivé jusqu'à 94%. Donc ça se vaut. Maintenant, l'enjeu qu'on a constaté avec le Delta, c'est qu'on a plus d'études, effectivement, qui ont été faites avec Pfizer et Moderna, très peu d'études avec Astra, quasiment pas, très peu en tout cas avec Sinopharm, ont montré qu'il y a une réduction de l'efficacité par rapport à la transmission. On a perdu entre 15 et 20 points d'efficacité par rapport à la transmission, mais on n'a pas perdu autant de points pour les formes graves. On a perdu à peu près une dizaine de points par rapport aux formes graves. Et aujourd'hui, les spéculations, je rejoins parfaitement mon ami le professeur Beddou, les spéculations que nous pouvons avoir, c'est qu'on dit par rapport aux mutations observées sur la protéine S-spike et sur le RBD, par exemple sur le RBD qui est la zone de fixation, une sorte de sommet de la protéine S-spike, il y avait une mutation sur l'alpha, 2 sur le delta, il y en a maintenant 10 observées sur l'Omicron. On peut penser qu'il va y avoir une réduction de la protection vaccinale contre la transmission et contre les formes graves, mais comme l'a encore bien dit professeur Beddou, on compte beaucoup sur notre système immunitaire et en particulier sur l'immunité cellulaire, adjointe à l'immunité donc liée au vaccin et particulièrement quand on booste par une 3e dose, entre autres, que ça devrait nous protéger globalement contre l'Omicron. C'est-à-dire qu'on n'aura pas 100% ou 80% de protection, mais même si nous sommes uniquement à 60% de protection contre les formes graves, adjointes à notre immunité donc cellulaire, eh bien, cela, nous le prenons, nous l'acceptons. Pourquoi ? Parce que ça va quand même sauver des vies et ça va quand même permettre de nous protéger. Et dernier point, et encore une fois, je rejoins ce que me dit mon ami Abdallah Beddou, c'est que au fur et à mesure qu'il y a des mutations, au fur et à mesure qu'un virus fait des erreurs, au fur et à mesure qu'il se propage dans des populations, on peut espérer que même si la propagation augmente, eh bien qu'il va finir par perdre, j'allais dire, de sa méchanceté, non, voilà, ou de sa pathogénicité ou virulence, et qu'il va devenir, comme ce qu'est la grippe saisonnière, une maladie endémique, virale, avec laquelle on devra apprendre à vivre. Peut-être se vacciner une fois par an ou une fois tous les 5 ans, mais ça deviendra une maladie endémique à mon avis. Peut-être une fois par an, justement, parce que là, je reprends un de vos tweets, professeur Heikel, par rapport aux antiviraux. Donc, on va revenir aussi par rapport à l'efficacité. Bon, alors les antiviraux de Pfizer et de Merck sont jugés efficaces. Quel est le protocole qui est déjà disponible au Maroc ? Et pour reprendre votre tweet, professeur Heikel, je vous cite, dans la lutte contre la Covid-19, il est important de considérer les thérapeutiques antivirales comme outils supplémentaires à côté des mesures barrières et de la vaccination. Et donc, vous appelez aussi à apprendre à vivre avec toutes les formes, finalement, de ce SARS-CoV-2. Donc, est-ce qu'on dispose aujourd'hui au Maroc de ces traitements antiviraux contre la Covid-19 ? Écoutez, c'est en cours, il faut que vous le sachiez. On aura probablement, sans citer de nom, mais un antiviral qui sera disponible dans les prochaines semaines dans le contexte marocain. On a eu des antiviraux, d'ailleurs, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la Covid-19. Je vous rappelle qu'on avait des anticorps monoclonaux et on avait des antiviraux disponibles, au même titre que l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. C'était dans le protocole national. Et je crois que dans le nouveau protocole national, et ça c'est au ministère de décider, il y aura un nouvel antiviral. Et encore une fois, comme je le dis, il n'y a pas de fin en soi par le vaccin ou par les mesures barrières, par les antiviraux. Je pense que ça doit être un tout. On dépiste, on isole, on traite et on fait de la prévention. Je crois que c'est un tout et qu'il faut que nous apprenions à utiliser une stratégie qui est intégrée et globale et à vivre avec, parce que ce virus et d'autres ne vont pas disparaître. C'est la loi de la vie, des cycles. Qu'est-ce que vous appelez vivre avec ? C'est la loi des cycles pandémiques. Qu'est-ce que vous appelez par vivre avec ? Quels sont les exemples ? De vivre avec, on a appris à vivre avec la grippe saisonnière, avec le VIH, avec l'hépatite B, avec beaucoup d'infections virales contagieuses, je le rappelle, contagieuses, mais avec, encore une fois, une stratégie qui va
prôner le dépistage auprès de nos amis immunologistes, qui va prôner l'isolement et le traitement des patients, qui va prôner les mesures barrières comme on devrait le faire et qui va prôner également la vaccination lorsqu'il existe des vaccins qui sont efficients et qui nous protègent contre les formes graves. Mais on ne peut pas vivre en autarcie, surtout quand on a des indicateurs épidémiologiques, et j'en suis heureux. Vous parlez de la fermeture des frontières, professeur Heikel, juste pour peut-être nommer les choses. La fermeture des frontières est une décision souveraine. Il faut qu'on respecte les décisions donc des pays. Mais je rappelle encore une fois que l'OMS ne préconise pas aujourd'hui, au moment où je vous parle, par rapport à l'Omicron, une fermeture totale des frontières uniquement, et même ça, c'est entre guillemets, par rapport au pays d'où viendrait donc l'Omicron. Pourquoi ? Parce que nous savons, et plusieurs épidémiologistes à travers le monde le disent, nous savons que même si vous fermez les frontières, c'est pas ça qui empêchera un nouveau variant de pénétrer et donc de circuler. Par contre, il faut insister sur les mesures barrières et sur la vaccination. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire ? Vous le savez très bien. Je sais que le débat n'est pas propre au Maroc, il est mondial aujourd'hui. Professeur Heikel, selon vous, vous êtes un pro-vaccination. Oui, je suis pour la vaccination. Je pense qu'elle est importante, cruciale, et il faut féliciter le Maroc pour ce qu'il a fait. Je suis contre l'obligation, je suis pour convaincre plutôt que contraindre, parce que vous l'avez vu, on a eu, après l'obligation du pass vaccinal pendant 6 jours, une augmentation en flèche du nombre de personnes vaccinées, et à partir du 28 octobre, une chute importante du nombre donc de vaccinés. Ce que je regrette, il faut qu'on passe notre temps, grâce à vous, aux médias, aux scientifiques et au ministère, s'il faut convaincre les Marocains tous les jours, les sensibiliser et les convaincre à y aller, il faut le faire. Contraindre, quand on fait des contraintes, on obtient souvent, malheureusement, des effets contraires. Et on l'a observé par rapport au nombre de vaccinés. Je vous rappelle, par exemple, hier, le nombre de nouveaux cas vaccinés, première dose, dans tout le pays, c'était 299 personnes. Je pose la même question à mon autre invité ce soir, professeur Beddou. Selon vous, faut-il rendre la vaccination obligatoire au Maroc ? Moi, je l'ai déjà dit, moi je ne crois pas en l'obligation. Je crois également, comme l'a dit le professeur Heikel, mais je l'avais dit auparavant, donc je crois plus en la discussion, en la sensibilisation. Je pense qu'on a été sur vraiment une bonne tendance auparavant. Et moi, j'ai rencontré plusieurs personnes auxquelles j'ai essayé d'expliquer la vaccination, comment ça marche, le principe, et ça marche, en général ça marche. Donc moi je crois plus en la sensibilisation. La sensibilisation n'est pas facile. Il faut continuer à travailler sur la sensibilisation, et je pense qu'il n'y avait que comme ça qu'on aurait pu atteindre des chiffres encore plus élevés de personnes qui adhèrent à cette vaccination. Malheureusement, comme mon ami professeur Heikel l'a bien dit, on a vu l'effet qu'on appelle boomerang, c'est-à-dire l'effet inverse. Non, moi je crois plus à la discussion, à la sensibilisation, à la pédagogie, expliquer aux gens. Je pense que ça marche beaucoup mieux. D'autant plus qu'on ne peut pas, comme vous l'avez souligné une fois sur ce plateau même, c'est pas la vaccination qui est obligatoire, c'est le pass vaccinal qui est obligatoire. Absolument. Donc c'est un peu compliqué, mais je suis plus pour la sensibilisation. Et le dépistage ? Plus pour la sensibilisation. Et le dépistage, est-ce que vous pensez qu'on est sur la même tendance ? Est-ce qu'on n'a pas un peu baissé le créneau de dépistage ? Écoutez, le dépistage est très important. Le dépistage, aussi bien le dépistage classique, c'est-à-dire en matière de voir est-ce que les personnes sont positives ou négatives, mais également en termes de veille génomique, c'est-à-dire voir si éventuellement nous n'avons pas un variant nouveau. C'est vrai qu'on observe la tendance épidémiologique, on observe les chiffres, mais non, moi je suis pour le dépistage, je suis pour le diagnostic. Moi je l'aurais même impliqué, même pour par exemple, pour la 3e dose. J'aurais aimé qu'on regarde d'abord le niveau des anticorps des gens,
parce que, on l'avait dit auparavant, toutes les personnes n'ont pas besoin de leur troisième dose. Moi, j'aurais préconisé de voir d'abord le niveau d'anticorps des personnes et seulement les personnes qui ont vraiment besoin d'une troisième dose. Mais bon, ça, comme mon ami professeur Haïkel l'a dit, c'est une décision qui reste, qu'on respecte, c'est une décision du ministère. Oui, mais toutes les décisions restent quand même, professeur Beddou, je me permets de vous interrompre, les décisions, vous l'avez dit vous-même, il faut de la discussion, il faut de la communication, d'accord, il y a un comité scientifique, mais il faut aussi que le débat soit ouvert, c'est-à-dire qu'il y a certes des décisions souveraines, la décision de la troisième dose n'est pas celle de la fermeture des frontières, on se comprend, mais est-ce qu'il faut suivre? Et aussi, qu'en est-il? Parce qu'il y a des parents qui se posent la question maintenant dans des pays où on est passé à la vaccination des 5-11 ans. Est-ce qu'on va attendre cela ici au Maroc aussi bientôt? Est-ce qu'on va l'imposer peut-être dans des écoles? Non, mais je vais juste vous expliquer, si vous permettez. Excusez-moi, je vous ai interrompu peut-être. Non. Mais j'ai envie juste de vous expliquer un peu pourquoi je dis ça. Vous savez, le système immunitaire, il fonctionne de la manière suivante. Il fait une réponse immunitaire et il monte, il ne va pas laisser le niveau des anticorps très élevé trop longtemps. Ce n'est pas bien pour notre corps. Donc il baisse le niveau des anticorps, mais il laisse des cellules mémoire. Dès qu'il va revoir le pathogène, c'est-à-dire le virus, il va rapidement cracher des anticorps. Donc cette baisse qu'on voit d'anticorps, elle est faite par le système immunitaire. Il ne veut pas que le niveau d'anticorps reste très très fort. Parce que lorsque le niveau d'anticorps reste très très fort pendant longtemps, les anticorps commencent à se fixer de manière non spécifique. Donc, oui, pour peut-être la troisième dose, mais pas pour tout le monde. Donc, on doit savoir qui en a besoin de cette troisième dose, et parce que avoir une réponse exagérée, c'est pas non plus bien pour. C'est pour cela que je dis que j'aurais aimé qu'on le fasse personne par personne, mais je pense que c'est ce que le ministère de la Santé a choisi comme décision. Anyway. Et pour la vaccination des 5-11 ans? La vaccination des 5-11 ans, franchement, pour le moment, je ne vois pas l'utilité. Pour le moment, moi personnellement, pourquoi je ne vois pas l'utilité? Parce qu'au fait, auparavant, on voulait vacciner un maximum de personnes. Pourquoi? Pour atteindre l'immunité collective. Aujourd'hui, tout le monde le sait, enfin les scientifiques le savent, que même si on vaccine à 100% de la population, qu'est-ce que c'est que l'immunité collective? Très très brièvement, c'est-à-dire on arrête la circulation du virus. Cet arrêt de circulation du virus, on ne va plus jamais l'atteindre, même si on atteint 100% des personnes vaccinées. Donc finalement, notre objectif qui était l'immunité collective, c'est-à-dire arrêter la circulation du virus, on ne va plus l'atteindre. Donc ça sert plus à rien qu'on immunise ou qu'on vaccine la majorité des gens, y compris les plus jeunes. Maintenant, le plus important à mon sens, c'est de protéger les plus vulnérables. Les plus vulnérables, se pencher sur des plus vulnérables et les protéger de telle sorte à ce que lorsque ils sont atteints par le virus, ils ne vont pas faire les formes graves et on va les protéger ou diminuer la probabilité pour qu'ils fassent un décès. Les plus jeunes, c'est-à-dire de 12 ans à 17 ans, les immunisés étaient, les vaccinés, ou l'objectif de leur vaccination était principalement de diminuer la charge virale, c'est-à-dire autour de la population. Mais on le sait aujourd'hui, la personne qui est vaccinée transmettrait quand même, bien sûr moindre, à un niveau moindre, mais il transmettrait quand même le virus. Et la personne qui est vaccinée peut également transmettre le virus. Donc je pense que et dans tout ça, il faut mesurer le risque-bénéfice. Et donc c'est pour cela que je dis que puisqu'on n'arrivera jamais à arrêter la circulation du virus, je pense que c'est plus important de se pencher sur les... Et on a vu que même les jeunes, bien sûr, c'est des cas très, très, très rares, mais il y a quand même des effets secondaires qu'on observe chez quelques personnes. C'est très, très, très rare, je le comprends très, très bien. Mais donc, pour aller immuniser les 5-11 ans, pour le moment, personnellement, je n'en vois pas l'utilité, mais si un scientifique m'explique l'utilité, il arrive à me convaincre, peut-être que je changerai d'avis. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas l'utilité du tout. Voilà, pour revenir, pour terminer, un dernier mot sur donc, ce variant Omicron.
Professeur Haikal, devrait-on rouvrir les frontières selon les données scientifiques dont on dispose, et si on en dispose assez pour rouvrir les frontières? Écoutez, d'abord, le Maroc est assez protégé, j'en suis bien heureux. Le principe de prudence et de précaution, je l'accepte également. Je crois que si nous avons dans la semaine qui suit, là on a au moins 3 semaines de recul, si dans la semaine, dans les 10 jours qui viennent, on a suffisamment de recul, je crois que c'est important au fur et à mesure donc des données scientifiques épidémiologiques actuelles de réouvrir et de permettre un retour à la vie sociale et économique, encore une fois, Surtout. et rien n'empêche d'avoir une résilience des politiques publiques, c'est-à-dire réadapter la politique publique. Si Plus de contrôle peut-être? Plus de contrôle, plus de contrôle dans les aéroports, dans les ports. Mais écoutez, par exemple, on peut ouvrir et en demandant, en fonction de votre arrivée, un test PCR ou un test antigénique rapide. Il y a plusieurs mesures qu'on peut demander lorsque la situation l'exige. Mais aujourd'hui, je crois, et on est content au Maroc, que la situation est une situation qui est sereine, avec des indicateurs qui sont bons. Il faut bien sûr rester prudent, mais je crois qu'il faut avoir une flexibilité dans les politiques publiques adaptées à un contexte et savoir encore une fois que tout est lié, le sanitaire, le social, l'économique, l'humain et le psychologique sont liés et il ne faudrait pas que dans une situation, elle ait un impact trop négatif sur les autres indicateurs qui, à mon sens, sont tout aussi importants que le sanitaire. Donc, protéger la santé des citoyens, c'est la priorité, mais également le social, l'économique, l'humain et le psychologique doivent être préservés parce que malheureusement, on obtiendrait encore une fois des effets pervers. Merci beaucoup, professeur Haikal. Un dernier mot, professeur Baddou. Un dernier mot, professeur Baddou, pour clore. Oui, c'est juste pour dire qu'au fait, le Maroc exigeait déjà la PCR à l'entrée. Avant de fermer les frontières, il exigeait déjà que les personnes soient vaccinées et la PCR à l'entrée au Maroc. Moi, j'étais à l'étranger, j'étais obligé de revenir avec une PCR, même si j'étais vacciné. Donc, juste pour dire que oui, c'est bien de protéger, mais je rejoins mon ami professeur Haikal, je pense qu'il ne faut pas... je pense que la semaine et les 2 semaines suivantes vont arriver avec beaucoup de données, je pense, qui vont nous permettre de prendre une décision beaucoup plus claire, beaucoup plus sereine. Et je pense que si les données positives actuelles qui nous arrivent de l'Afrique du Sud se confirment, je pense qu'il va falloir penser sérieusement à réouvrir les frontières parce que on le sait très bien. Et je pense que les autorités le savent très bien et ils ne le font pas parce que je sais que personne ne veut s'isoler. Et donc, bien évidemment, si ces données se confirment, qui sont réellement positives, je pense qu'il faut revoir rapidement cette décision et bien évidemment rouvrir les frontières parce que ça va bien évidemment faire beaucoup de bien à l'économique, au psychologique, à l'humain, à tous les volets là. Et c'est un scientifique qui le dit. Enfin, ce sont 2 scientifiques qui nous l'affirment ce soir. Malheureusement, le temps de l'émission est écoulé. Merci beaucoup, professeur Baddou. Merci encore une fois au professeur Haikal. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.